Voilà. Ah, voilà. Salut Jules, comment tu vas? Comment vas-tu? Bah super, et toi? Eh bien, écoute, moi ça va très bien, très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Non, bah Euh, avec plaisir. donc on va remettre un petit peu, on entend les petits oiseaux chanter, Ouais, j'imagine que tu dois être au soleil. c'est ça. Petit temps de repos de ma part. Bon, bah, je pense que tu l'as bien mérité. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, donc comme je disais, le 5 juillet dernier, on te recevait dans l'émission Ouais, pour que tu nous parles un petit peu de ton parcours d'entrepreneur. Et notamment, tu nous as parlé on dit Liber ou Liber, je ne me souviens plus. Liber, ouais. Liber. Donc, de parler de Liber, une application qui permettait d'acheter, vendre, conserver ses crypto-monnaies pardon, de façon accessible et intuitive. Voilà. Bon. Et puis, j'ai appris en ce début d'année eh bien, la fin de Liber. Ouais, Et en fait, ça a tout de suite créé quelque chose chez moi. J'ai eu envie de savoir qu'est-ce qui fait que. Et j'ai été lire le communiqué de presse, je suis venu te parler et ouais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir partager cette expérience avec notre audience et d'avoir un espèce de droit de suite. Hein. On t'a reçu il y a un an, à ouais, l'époque où ouais. Liber existait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc d'abord, Jules, si tu veux faire un petit point d'histoire Bien sûr. rapidement, la création de Liber et puis peut-être les différentes milestones, enfin, tu sais, les différentes Ouais. succès que vous avez eu pendant l'expérience Liber, si tu veux bien. Ouais, ouais, bien sûr. Du coup, on a créé Liber en 2021 dans un contexte, pour la crypto assez, spécial. Donc le marché crypto était en cours de réglementation et encore on était très, très au départ de tout cela. Il y avait que la loi Pacte, à l'époque. Et le play avec Liber, c'était de répondre aux besoins des investisseurs crypto qui souhaitaient se lancer mais ne savaient pas comment faire, au travers une application, enfin l'application la plus intuitive du marché et une des applications les plus, sécurisées, de par la réglementation qui arrivait en tout cas. Du coup, le play, c'était un peu ça. 2021, du coup, on lance la société. En 2022, on obtiendra du coup le PSAN, qui du coup viendra appuyer la thèse de la réglementation qui à l'époque du coup est vraiment la thèse que tout le monde vient chercher, surtout avec ce qui va se passer en 2022. Je rappelle les gros cracks boursiers, on va dire, de la crypto, Celsius, Terra, FTX notamment. Et on s'inscrit du coup dans un contexte de redorer un petit peu la confiance pour les plateformes d'investissement crypto, qui sont en fait, mine de rien, un peu la porte d'entrée pour la crypto, pour tous les débutants et nouveaux arrivants. Et du coup, on est vraiment, au niveau timing, on est plutôt bien placé. Malheureusement, du coup, 2022, c'est une année qui est quand même assez chargée en termes de rebondissement dans la crypto. Du coup, on va énormément préserver notre cash sur toute l'année Donc, 2022. pour préciser 2022, dis-moi si je me trompe, mais c'est Luna, c'est FTX. Exactement, oui, c'est ça. Donc, ouais, on a une remise en cause publique Voilà, des il y a un crypto. gros frein sur le marché crypto, à tous les volets, que ce soit au niveau de l'investissement, du recrutement, du développement. Donc c'est une année qui est assez compliquée où voilà, donc nous on fait le choix de préserver notre cash, et on continue de développer du coup euh, en parallèle le MVP de Liber. Mais on va être assez freiné sur les recrutements parce qu'ils coûtent malheureusement très cher à ce moment-là. Et on va finalement obtenir du coup notre équipe mère seulement fin d'année 2022, début d'année 2023. Du coup, toute l'année 2023, elle va être consacrée vraiment au développement de l'infrastructure, à la sécurisation des partenariats, enfin ouais, des prestataires avec lesquels on travaillait. Donc ça va être une année assez intense en termes de développement et construction de la communauté. Et on sortira du coup le produit en février 2024, donc il y a un peu plus d'un an. Et puis voilà, donc ça sont les grandes étapes, on va dire, de la création de Liber. Puis on a fait un super beau lancement, généré beaucoup de volume, beaucoup de fonds déposés et pas mal de clients aussi. Mais voilà, qui Juste dit au niveau des fonds, vous aviez levé combien? Quand tu disais on gardait un peu notre trésor, initialement, vous avez levé combien? Je ne sais pas si tu nous l'avais dit, je crois oui, tu nous l'avais dit. initialement, on avait levé autour de 1,5 million. Ouais. Voilà. Et Donc donc on ça, était tout c'était, à fait. ouais. Voilà, Ça, ça c'était pré-réglementation, enfin pré-PSAN.
Et voilà, on n'était pas encore, personne ne savait combien ça allait vraiment coûter à l'année d'avoir une structure réglementée aussi importante. Et on s'en est vite rendu compte en 2024 et 2023 aussi, on commençait, quand le marché a commencé un peu à se structurer, notamment en France. Et on s'est rendu compte des coûts assez importants liés à la réglementation qui allait nous tomber dessus, enfin qui nous tombait dessus. Et du coup, en 2024, donc on n'était pas non plus 40 dans l'équipe. L'équipe Alors, mère, si tu veux bien, pour qu'on donne peut-être quelques chiffres, combien ça t'a coûté à peu près hein, le PSAN? Donc, on parle vraiment du PSAN première version alors le basée sur PSAN la loi premier, PAC 2019. ouais, le PSAN première version, entre 30 et 40, 30 et 40 Donc, 000. donc ça Ouais. va en comptant les frais d'avocat, constitution du dossier, c'est plutôt raisonnable pour une Oui, oui, startup c'était qui démarre à relativement lancer. raisonnable. Ça, Voilà. c'est vraiment le PSAN vraiment Pas pur. le premier. Parce Ouais, qu'après, ouais. il y a eu Et le après, il PSAN. faut implémenter les prestataires. Faut implémenter les prestataires. Et puis, voilà, ce qui va surtout arriver, ça va être le salariat, puisqu'il va falloir de l'effectif qualifié pour gérer des postes en interne, du coup, à responsabilité. J'entends notamment la partie chargée de conformité, responsable technique. Euh, Donc, voilà, donc faut ça, comprendre. Et encore une fois, Cory, moi, je connais un peu les coulisses, évidemment, de tout ça, ouais, mais je vais les présenter, puis tu me dis si tu étais pareil pour bien toi. sûr, ouais. Mais je pense, hein, tu avais de toute façon besoin d'un directeur de la conformité, qu'on appelle Ouais, un CLO, Chief Legal Officer, un truc comme ça. Donc, ça, ouais. déjà, quoi qu'il, c'est un profil qui te coûte entre allez, 100, 150 à l'année. C'est un profil en fait qui a besoin d'avoir de l'expérience. Forcément, on peut pas prendre un junior en sortie d'études, c'est impossible. Donc c'est une personne qui de 1 a de l'expérience, qui de 2 a une appétence pour la crypto et donc tout ça combiné, ça coûte assez cher, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, en général, ce sont des anciens qui ont travaillé soit dans l'audit, soit dans des Voilà. banques, soit dans Donc ils des. connaissent en fait, ils connaissent très bien la réglementation, ce qui est d'ailleurs un avantage puisqu'ils sont capables de l'appliquer du coup derrière, à des plus petites structures. Mais le marché étant en cours d'évolution au niveau de la crypto, voilà, il faut quelqu'un qui ait aussi de l'appétence pour la crypto. Et c'était pas nécessairement, en tout cas au moment où on a recruté, facile à trouver ce Ouais. genre de profil, Donc là, sans que déjà, ça tu as nous lui. coûte une blinde. Donc lui, c'est le patron de la conformité. Il faut savoir qu'au niveau gouvernance, les gens ne le savent peut-être pas, ce patron de la conformité, il faut savoir qu'il n'est pas directement sous la hiérarchie du board ou du CEO. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, lui, si vous faites une connerie au niveau de la direction, il doit vous dénoncer. C'est-à-dire Ouais, qu'il a, c'est ça. il a un devoir réglementaire qui fait qu'il est là pour vous dire ce qu'il faut faire. Si vous ne faites pas, il peut vous dénoncer. Voilà. Donc, il est Ouais, indépendant, entre guillemets. Euh, exactement. donc, non, mais ce qui est bien, parce que sinon, bah, tu peux lui Oui, dire de faire n'importe quoi. Et voilà. Donc, c'est une non, non, bien sûr. petite anecdote qui, je ne sais pas si dans ton cas, ça a été l'objet de discussion, mais on ne se doute pas. Mais voilà, le directeur de la Non, compliance, non, ouais. ouais, Et c'est assez surprenant parce qu'on a plutôt envie de dire, mais le but, c'est de faire avancer la société, pas de la faire reculer, et cetera. Mais ça va dans le bon sens, dans la mesure où c'est un contrôle, à double échelle, on va dire, au niveau du régulateur et au niveau de la société pour laquelle la ouais. personne travaille aussi. Mais c'est vrai que ça peut donner lieu, évidemment, À des j'imagine, conflits. Ouais, à des conflits. bien Mais en sûr. fait, c'est ça, c'est-à-dire que la direction veut plutôt favoriser la partie business, Ouais, le produit veut favoriser la partie technique, et la ouais, règlement, et le CLO, le chef de la conformité, lui, il s'en fout de tout ça. Lui, ce qui l'intéresse, ouais, c'est il faut que ce soit compliance, exactement. et donc Et ça dans des peut. structures, ouais, ouais, et dans des structures comme la nôtre, en tout cas des petites structures, c'est pas nécessairement évident à comprendre, en tout cas, parce que nous, on veut aller très vite, on veut avoir de l'utilisateur, on veut faire du chiffre, Ouais, mais il y a beaucoup de freins à tout ça que la réglementation impose. Et pour des structures petites comme la nôtre, ça a été très compliqué. Alors, pour des grosses structures qui sont venues s'implémenter, ça n'a pas été trop un problème du tout. Par contre, pour des plus petites boîtes, oui, ça l'a été, puisqu'en fait, on passait notre vie à faire de la réglementation. Que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau tech, que ce soit au niveau marketing. 70 à 80% de notre travail, à la fin, c'était vraiment que de la conformité.
Et du coup, la place pour de la recherche et de l'innovation, c'est ce qu'on a constaté du coup une fois le produit lancé, elle était quasi inexistante. Et du coup, très difficile en fait de se renouveler, de proposer des nouveaux services, des nouveaux produits. La place à l'innovation était du coup très restreinte en fait finalement. Euh, et c'était même plus un manque de temps, hein, finalement, c'était la charge réglementaire pour des structures qui comptent entre 5 et 10 employés. Elle est très importante. Et au-delà, enfin, ça va même au-delà du coût financier, hein, malheureusement. Mais ouais. Ouais. Non, mais en plus, je pense que même au niveau de l'état d'esprit de l'entrepreneur, lui, son Ouais, entrepreneur, il veut essayer des choses. Ça bien marche, sûr. ça marche Ouais, ouais. pas. Là, en fait, avec cette barrière à l'innovation, à la réglementation, attention, on ne dit pas qu'il ne faut pas que ce soit pas régulé, c'est pas Non, le non, pas sujet. du tout. Non, non, Et c'est avec pas ce que je dis. Non, non, non. à la réglementation. En fait, l'esprit d'innovation qui est propre à l'entrepreneur, en fait, il est systématiquement freiné. Et à un Ouais, moment donné, tu sais, c'est comme si avec ta meuf, tu lui proposes plein de trucs et en fait, elle te dit toujours, bah non, ça me dit rien. ouais, Ben, ouais, tu lui proposes plus rien. Et ben exactement. ton CLO ou ta CLO, tu lui proposes des trucs. En Ouais, plus, ouais. tu travailles, tu le bosses, tu es motivé, tu te dis, allez, va Ah bah kiffer. ouais, ouais, non, non, mais bien sûr, hein. Et là, elle te dit, oui, il te dit, bah non, en fait, tu peux pas. Hein, est-ce que tu as Ouais, vécu ouais. ça des fois, ouais? Ah bah, c'était un peu ça au quotidien quand on voulait implémenter des nouvelles choses, et cetera. En fait, 2-3 semaines avant le lancement du nouveau service, du nouveau produit, on faisait machine arrière puisque, on se rendait compte qu'avant de pouvoir le sortir, il fallait faire, tant de choses, qu'on ne savait pas avant puisque la réglementation ne fait qu'évoluer en permanence. Ce qui est une bonne chose, hein, mais quand on est petit, en fait, la leçon quand même que je retire de tout ça, c'est quand on est une petite boîte, aller s'implémenter dans un marché qui est en cours de réglementation, c'est très compliqué si on n'a pas de thunes. En gros, hein, c'est ce que je retiens de cette aventure, puisque les gros mastodontes qui sont arrivés, qui se sont réglementés, voilà, ils avaient les fonds et ils ont pu le faire, alors sur le long terme, certes, mais ils ont pu le faire sans freiner leur activité à côté. Mais ils étaient voilà, déjà bien établis, ce qui leur a permis du coup évidemment de pallier à cette réglementation en évolution sans trop de problèmes. Ouais. Alors, on comprend bien ça. Même d'ailleurs, autre exemple, hein, c'est le marketing. C'est-à-dire qu'avec la Ouais, loi, avec le PSAN, après, il y a eu le PSAN renforcé ouais, qui vous a, j'imagine, aussi coûté peut-être en audit, en mise en conformité technologique. Aussi, on a parlé du directeur de la conformité, mais il faut aussi un département compliance. Donc, il faut aussi embaucher un ou deux juristes qui va tracer les transactions, qui va faire des remontées auprès de ouais, votre autorité de tutelle, peut-être même développer un département exactement, ouais. data pour tracer avec ScoreChain, avec les gros logiciels qui permettent de tracer les transactions pour éviter les wallets qui sont listés sur des listes d'interdiction, etc. Enfin, tout ça, Ouais. c'est des sommes que vous payez et qui sont là pour vous autoriser à travailler en vérité. Ah ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, ce sont les frais minimums qu'on doit verser du coup tous les mois pour simplement avoir le droit d'exister en tant que PSAN. Et ce qui à l'année, en fait, nous revient entre 400 et 500 000 balles, Ouais. juste avec le PSAN. Mika, on est plus autour de, dépendant de la structure, entre 600 et 800. Et puis on l'a vu venir, hein, on était en toute honnêteté entre 70 et 80% Mika compliant là en fin d'année. Le but, c'était d'aller se mettre sur Mika très rapidement, l'obtenir assez rapidement et de plus avoir besoin d'en parler. Mais voilà, c'est un coût qui n'est pas du tout négligeable pour le simple fait d'exister en fait. Et c'est ça qui me dérangeait beaucoup, c'était que en fait, si tu faisais pas 1 million de chiffre d'affaires par an, bon bah tes agréments ils te servaient à rien du tout et tu faisais que perdre du cash en fait sur le court terme. Ouais, et puis en plus là, alors dans l'actualité, là, on a récemment, alors c'est anecdotique par rapport au coût total, hein, Oui, mais là, on a l'AMF qui nous a sorti une nouvelle contribution de 10 000 euros par an j'ai vu. Ouais, ouais, ceux qui sont pour être MICA, en fait, ouais, compliant. ouais. En plus de tout ce que vous payez à côté, donc Exactement, ouais. le matériel physique, les recrutements, Ouais, ouais. les cabinets d'avocats, le service client, les litiges, bref, tout ça, Ah non, 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 mais c'est. 10 Ouais, 000 ouais. euros, allez, c'est cadeau, c'est voilà, Ouais, ouais. c'est Ah en non, mais plus. du coup, je suis content de plus avoir trop besoin de me soucier de tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant tout ce qu'on paye
et tout ce qu'on a besoin de payer pour le simple fait d'exister, en fait, sans même avoir un seul rond qui rentre dans la boîte. Ouais. Alors justement, ici, on pose toutes les questions, hein, tu sais, évidemment, il y a le poids de la réglementation et du coût associé. Ça, je pense qu'en soi, c'est un fait, voilà, c'est un fait, avéré. Après l'entreprise, il y en a certains qui ont réussi à lever 30-40 millions, voire davantage, 20 millions. On a vu des boîtes, hein, Coinhouse a levé, Ouais, Deblock a levé. Bon, je donne ouais, des ouais, exemples comme ça. bien sûr. Ils sont dans une activité qui est à peu près comparable à la vôtre, hein, une Ouais, activité. Voilà. Ma question, là, vraiment très claire, c'est pourquoi vous, chez Liber, vous n'avez pas réussi, comme d'autres, par exemple, à ouais, lever bien sûr. des dizaines de millions qui auraient Ouais, pu ouais. vous permettre de subvenir au coût de la compliance et évidemment du développement, etc. Ouais, etc. ouais. Alors en fait, du coup, c'est bien que tu me poses cette question. Début 2024, donc une fois que le produit est lancé et qu'on a fait les 2, 3 premiers mois de lancement, je réamorce une levée de fonds qui du coup n'aboutira pas, parce que voilà, tous les fonds avec lesquels on était en contact depuis un an, qui étaient tous chauds de remettre au pot ou d'investir tout simplement dans la société, avaient du coup pour condition un lancement successful, on va dire, du produit et de montrer qu'il y avait voilà, une traction, qu'on avait des utilisateurs, des fonds qui étaient déposés, enfin voilà, que tous les mois il y avait une évolution. Donc on arrive mi 2024 avec voilà toutes ces datas-là. On revient vers ces fonds et vers d'autres fonds d'invest et on se rend compte en fait que la thèse a complètement basculé, a complètement changé, que tous les fonds se sont rendus compte de l'enfer, on va dire, réglementaire que c'était, que ça allait pas aller vite du tout, qu'il fallait être vraiment patient et on parlait pas d'attendre 2, 3 ans. Non, là, c'était plus un marché sur lequel on était là au moins pour entre 5 et 10 ans, puisque bah, le temps que la réglementation s'écoule, que Mika passe, il fallait quand même pas mal de temps. Et du coup, la thèse des invests a beaucoup, en fait, finalement changé en l'espace d'une bonne année, année et demie, notamment sur le volet réglementaire qui fait que bah, nous, on n'avait plus trop de place à l'innovation, comme j'expliquais auparavant. Et ce qui, du coup, donc, pallié à ça, donc la réglementation, le blocage au niveau de l'innovation de notre côté, et du coup, bah, forcément, le manque de compétitivité fait que, du coup, ça nous a valu voilà, cette levée de fonds. Mais ce que je comprends, en fait, finalement, avec du recul, maintenant que tout ça est un peu passé, c'est vrai que moi, en tant que fonds d'invest, en ayant connaissance de la réglementation et de l'enfer que c'est, en tout cas pour des structures euh, qui sont de notre taille, ça aurait été vraiment très compliqué, en fait, si tu veux, de mettre au pot, en fait, tout simplement, je pense, euh, de par la complexité, l'évolution constante, en fait, du marché réglementaire. Ouais, et puis peut-être que les fonds, justement, ils préféraient miser sur les gros ou sur ceux Ouais, qui avaient aussi, déjà levé plutôt que sur des challengers. En fait, on peut miser exactement. sur un challenger quand il y a une innovation majeure Voilà. ou Pour moi, le gros challenger vraiment de l'écosystème crypto en France, c'est Bitstack. Euh, et ça fait partie des boîtes crypto françaises que je préfère. Et c'est vraiment une boîte qui est géniale, qui apporte vraiment quelque chose de nouveau, de vraiment nouveau pour le coup à l'écosystème. on a reçu le président et fondateur de Bitstack. Alexandre? J'ai oublié Ouais. le nom, oui, Alexandre. Vous pouvez Alexandre, ouais. retrouver Ouais. l'interview d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Une interview très intéressante. Alors, le concept Ouais, de Bitstack, rapidement, hein, c'est une application, pareil, tu peux acheter, stocker, vendre tes cryptos, voilà. Mais à côté de ça, ils ont un système de l'arrondi à l'euro supérieur c'est qui ça. te permet d'épargner en Bitcoin de façon indolore. Et C'est ça. ça, c'est ce qui fait tout leur marketing pour le coup. Ouais, Et donc, c'est vrai que c'est plutôt bien trouvé parce ouais, que ouais. Non, là, et puis ils génèrent beaucoup. C'est vraiment une boîte qui est très smart. Mais voilà, pour revenir à l'histoire des challengers, en effet, on n'était pas si challengeant que ça en 2024. On l'était vraiment bien en 2021 puisqu'on faisait partie des 30 premiers PSAN. On était vraiment au même moment que Binance, eToro, etc. Donc on était niveau timing, on était vraiment bien. Et puis il malheureusement, aurait voilà. fallu, non pas lever 1,5 million, mais il aurait fallu lever tout de suite 5-6 millions peut-être. Ah bah Pour, en fait, voilà, il aurait fallu lever le double, voire le triple, ouais, même plutôt le triple. ouais. Il aurait fallu lever une sacrée somme, en tout cas, bien plus que celle qu'on a levée, pour ne pas avoir besoin, en tout cas, de relever derrière. Ouais. Vous avez fait des. Et après, on va essayer étape par étape, si tu veux bien, de comprendre la fermeture. Vraiment, Bien sûr, ouais, ouais.
prendre la décision, comment elle a pu être parfois peut-être compliquée, peut-être vous l'avez repoussée, j'en sais rien, on va y revenir. Mais d'abord, est-ce que vous avez fait des erreurs que vous referiez pas aujourd'hui, de stratégie ou de dépenses aussi, qui peuvent peut-être Ouais. servir demain aux entrepreneurs qui nous écoutent? Ouais, alors je pense qu'on est trop rentré dans la réglementation par rapport à ce qui nous était vraiment demandé. On a voulu, je pense, aller trop vite au niveau réglementaire, ce qui nous a du coup coûté ce dont je te l'expliquais au départ, ces histoires d'innovation. Mais on était tellement dans ce play, si tu veux, vraiment avec les œillères, c'était la réglementation et pas rien d'autre, mais c'était la réglementation en premier. Avant tout, Et je ouais. pense qu'on aurait pu largement freiner ce volet-là et y aller de manière beaucoup plus tranquille en tout cas, et de passer du coup plus de temps sur de nouveaux services, des nouveaux produits, plutôt que de vraiment se mettre à 3000% dessus. Donc Ouais. ça, voilà, c'est, je pense, une erreur qu'on a faite en tout cas. On s'est trop pressé à chaque fois que quelque chose sortait et je pense qu'on était en avance sur tout le monde à chaque fois. Vous Alors avez c'est voulu bien, être le bon on élève. était- voilà, on Ouais. était exactement ce que j'allais dire, on était les bons élèves de la classe, mais je pense qu'il n'était pas nécessaire qu'on soit aussi bon dès le départ. J'en vois qui beaucoup en fait à côté n'ont pas du tout les mêmes niveaux réglementaires qu'on avait à l'heure actuelle, et ce qui du coup renforce un peu mon idée qu'on a voulu peut-être aller trop vite là-dessus. Ouais. Ouais, c'est ça et donc quand je te parlais du conflit avec le chef de la conformité, encore une fois, on n'a pas préparé cette interview avant, hein, vraiment, je découvre en Ouais, même ouais. temps que vous, le récit euh, le récit de Jules, mais ça me parle énormément, évidemment. Et c'est vrai que quand il y a un nouveau décret au journal officiel, on se dit, putain, est-ce qu'on est bon? Et on a peur, en fait. Alors, Voilà. on a peur de deux choses. On a peur On de. a, on a peur de se prendre un audit de l'AMF et ou de se faire contrôler de manière générale. Donc forcément, d'emblée, on va se dire, oh là là, il faut qu'on y aille très vite. Et finalement, c'est pas le meilleur play à faire, puisqu'on oublie aussi parfois qu'on est une petite boîte et qu'on se mesure à des très gros mastodontes de l'écosystème. Et que eux, oui, certes, ils vont le faire en 2 secondes, mais parce qu'ils ont les fonds et les ressources. Et je pense que nous, on ne s'est pas trop posé la question de est-ce qu'on peut quand même un petit peu attendre ou y aller beaucoup plus tranquille. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends et en même temps, ça me vraiment, et je vois dans les commentaires, je pense que tout le monde ressent la même chose. On a les faits, on a une réglementation qui est dure, qui est sévère, qui est claire, qui a des avantages quand même, mais qui a aussi des contreparties. Et puis, tu as la mentale de l'entrepreneur où en fait, C'est cette ça. réglementation, elle lui coupe les ailes et elle le force à marcher en fait. Alors que lui, il n'aurait Ouais. qu'une envie, en fait, c'est de voler, c'est de sauter, c'est de courir. Et en fait, on lui demande de marcher. Et ça, un entrepreneur qui a plus d'ailes, bah, il Et perd puis en sa. fait, ouais, ouais. Et puis en fait, mine de rien, même si on s'était dit, venez, on prend du recul, on y va tranquille sur la réglementation, le problème, c'est que plus on avançait, plus il y avait des nouvelles choses. Et si on prenait du retard sur une chose derrière, et ben on en prenait en fait sur 5 ou 6 derrière, que ce soit au niveau des process en interne, que ce soit au niveau de la tech. Et en fait, on s'était dit, autant avoir tous les process clairs d'emblée, comme ça on n'y touche plus et on les revoit une fois par an. Mais ça demandait en fait du coup énormément de travail derrière. Ouais, non, je comprends totalement ce par quoi tu es passé. Alors, donc justement, donc, venons-en maintenant, si tu veux bien, à quelques semaines ou quelques mois avant la Ouais. décision de fermer. Déjà, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce Alors, que. Ouais, vas-y. ouais, alors c'était donc en début d'année 2024, j'avais déjà pris la décision de si en fin d'année la boîte n'est pas revendue, les fonds ne sont pas levés, on clôture. Voilà. Donc la Alors, donc, décision en fait, attends, parce que là, donc il y a un truc que tu nous apprends. Donc, en fait, en gros, à ce moment-là, tu ouvres ton capital, quitte à l'ouvrir à 100%. C'est-à-dire que là, tu es ouais, ouvert. Ok, donc, et ça aussi, cette décision, tu la prends parce que tu sais que tu n'auras pas les moyens de mener seul Liber, c'est quoi, c'est ça. ça? Voilà. Je sais que je peux pas rester tout seul dans l'aventure, que voilà, je vais avoir besoin de plus, quitte à ouvrir le capital à 100%. Exactement. Et du coup, en début d'année, voilà, j'annonce un peu à tout le monde les décisions que je prends, puisque je récupère la direction de la boîte en fin 2023, si je dis ouais, quelque chose comme ça. Et j'annonce d'emblée un petit peu le play, ce qui va se passer, parce que je sais combien de cash il nous reste, je sais ce qui arrive.
et voilà, j'explique que si la levée de fonds passe pas et que derrière on n'arrive pas à revendre, on ferme. Donc tout le monde était en fait au courant. Donc voilà, je m'étais bien, on va dire, préparé à tout ça. Donc il n'y a pas eu de mauvaise surprise, il n'y a pas eu de conflit en interne sur cette clôture, puisque du coup, voilà, j'avais pris les devants tôt, alors très tôt, c'est une chose, mais c'était pour être sûr que ça passe pour tout le monde. Du coup, il n'y a pas eu vraiment d'éléments. Alors, les éléments déclencheurs ont été en effet le fait qu'on n'ait pas levé et pas revendu la boîte, même si on a eu des occasions pour. Et du coup, arrivé à la date butoir que je m'étais fixée, aucun des deux n'était passé. Et du coup, on a pris la troisième option qui était d'amorcer du coup la fermeture de la boîte. Et le problème, pourquoi ça ne s'est pas fait? Problème de valo, problème Alors, de... la levée de fonds, j'ai déjà un petit peu expliqué, mais voilà, il y avait aussi des sujets forcément de valo. Et pour la partie revente, alors en fait, on s'est rendu compte que l'AMF n'était pas super friand des acteurs étrangers. Et pour revendre la boîte, il aurait fallu trouver un acheteur français qui fasse la même chose que nous. Parce qu'on a eu aussi des pistes Bah, vendre à qui françaises. tu veux. L'AMF, il a son mot à dire quand tu vends une boîte qui est enregistrée à l'AMF. Ouais, en fait, quand c'est une boîte qui est française, ça va beaucoup plus rapide, notamment si la boîte est déjà enregistrée PSAN. Ce que l'AMF veut pas trop, c'est un acteur étranger qui vient juste en fait récupérer la licence et qui ferme la structure et qui vient vraiment juste récupérer le PSAN. Et ça nous rappelle, je ne sais pas si tu avais suivi ça à l'époque, mais on a Robinhood qui vient acheter Ouais, Bitstamp. Donc là, ouais, pour le coup, alors c'est une transaction sans doute qui se chiffre en centaines de millions ou même en milliards, je bien sûr. pense. Et en fait, on sait très bien que Robinhood, il vient acheter Bitstamp, sans doute pour l'infra, pour des clients institutionnels. Parce qu'en termes de retail, je pense que c'est pas énorme, mais ils ont beaucoup de clients institutionnels. Ils ont Ouais, leur produit en marque blanche et tout ça. Mais exactement. Ouais. surtout, ils viennent acheter un acteur régulé. Donc, Voilà, ils mais sont c'est un acheteur régulé en fait qui faisait du sens au niveau du rachat sur lequel et puis Robinhood, ça s'est passé en 2023, si je Je dis crois que pas c'est de l'année dernière. bêtises. Hein. Non, non, je crois que c'est l'année dernière. 2024, ouais, l'année Ouais. dernière. Ouais, alors c'était en début d'année, et l'AMF était moins regardante là-dessus, mais en fait avec le temps, beaucoup de Après, PSAN Bitstamp, allaient passer à la trappe. c'est hollandais, hein, c'est pas français. Donc, Ouais, ouais, c'était c'est aussi hollandais. Ouais, comparer les ouais, ouais. pays. Ouais, ok. Non, non, bien sûr. C'est horrible, ça. C'est-à-dire qu'il t'empêche de vendre à qui tu veux. Ouais, parce qu'en fait, si le business model change drastiquement, c'est-à-dire que si demain on a un acteur qui fait du staking, qui veut nous racheter, ça n'a rien à voir avec le business model. Et du coup, l'AMF, en fait, enfin, le régulateur, voit directement ce que veut faire l'acheteur, c'est de racheter la licence et de derrière, en fait, fermer la société et de juste venir pour la licence. Ce qu'ils ne veulent pas au niveau de la concurrence et ce que je comprends quand même un petit peu, mais bon, à moitié, puisque du coup, ça freine énormément, ça met des gens à la porte, ça fait licencier des personnes. Mais bon, sur des boîtes comme la nôtre, bon, est-ce que ça importe vraiment? Autant sur des sociétés qui ont 500, 1000, 2000 employés, j'entends. Autant nous, on en avait 5, 10, Tiens, mais on a une voilà. question dans les commentaires qui est hyper intéressante. Ouais, Et je j'ai vu, savais ouais. pas qu'elle faisait partie de celle que j'allais te poser, mais on va la poser Ouais, maintenant. Merci, Batmotard, pour ça. Est-ce que vous avez envisagé, donc pendant l'année bien sûr. 2024, ou Ouais, avant ouais. d'ailleurs, on ne sait rien, à délocaliser l'entreprise, en fait? On avait envisagé avant. Euh, on avait envisagé avant parce qu'on avait vu à quel point c'était compliqué. Euh, mais d'un autre côté, on voulait pouvoir prester assez rapidement aussi. Et en fait, on était déjà PSAN assez rapidement en 2022. Et il aurait fallu en fait il aurait fallu s'expatrier à ce moment-là en 2022, chose qu'on n'a pas faite. Et je ne sais pas si on aurait dû le faire, en toute honnêteté. Mais À l'époque, s'il avait fallu le faire, ça aurait dû être à ce moment-là. ouais, En mais tu vois, si on- 2023-2024, c'était trop tard. Ça représentait des frais assez monstrueux ouais. pour le simple. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas de passeport. Ça veut dire que le Voilà, passeport européen réglementaire, c'est que si tu étais parti en 2022, tu aurais été, je sais pas, moi, en République tchèque ou dans un pays plus j'aurais été favorable, limité assez rapidement. tu n'aurais pas pu adresser le client français. Bien Euh, sûr. et or, j'imagine que par facilité, c'était plus facile pour vous d'adresser. Ah bah nous, en fait, et puis il faut pas oublier que la France, à ce moment-là, est un des pays les plus compétitifs en termes d'attractivité réglementaire crypto au monde.
on a en 2021-2022 un cadre réglementaire qui est le meilleur en Europe, qui fait partie des meilleurs au monde, parce qu'il est le plus avancé et c'est celui qui couvre le plus de volets. Et du coup, le play, il est on va se mettre là-bas, puisque une fois qu'on sera réglementé en France, on n'aura plus de soucis. On sera hyper avancé par rapport à tout le monde. C'est vrai qu'à l'époque, on a ce sentiment de se dire, parce qu'en vrai hein, tu peux aller récupérer un enregistrement équivalent PSAN en République tchèque en 3 semaines à l'époque. Hein, Ouais, bien sûr. En Bien sûr. revanche, c'est vrai qu'à l'époque, on a le sentiment de se dire, je préfère rester en France parce que comme la réglementation va devenir européenne dans quelques années, Voilà. je suis régulé en France, en gros, je suis prêt aux prochaines étapes. J'ai C'est un ça. coup d'avance. Ça, c'est ce que Et les gens. voilà, c'est ce qu'on se dit. On dit, tiens, la France a l'air d'avoir un coup d'avance pour une fois. C'est chouette dans l'innovation. Du coup, let's go. C'est un bon play. C'est l'Iber, c'est la crypto un peu à la française. C'est un peu chauvin, mais ça, les Français aiment bien. Et puis à ce moment-là, en 2022-2023, on a des belles stats qui sortent sur les Français d'y intéresser à acheter de la crypto. Du coup, on est vraiment, vraiment bien positionné. Tous les feux sont verts. Et on n'a aucune envie d'aller se mettre ailleurs, en fait. Ouais, je comprends. Question de Cryptomanium. Andorre, vous y avez songé Non, 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 ça faisait pas partie des endroits, Non, à auxquels on l'époque, c'est vrai qu'on parle beaucoup de certains pays de l'Est où tu peux être enregistré Ouais, vraiment rapidement et vraiment à moindre coût. Je sais pas pour donc des toi, hein. Malte, Lituanie, etc. Lituanie, si tu fais du bancaire, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà. Donc voilà. Ok, très bien. Alors revenons un petit peu maintenant à 2024. Donc toi, tu te donnes un an pour soit vendre la boîte, soit faire rentrer un fonds dans la boîte pour le développer. Pendant cette année-là, question pour l'entrepreneur, est-ce que le fait d'avoir prévenu un an avant, est-ce que ça n'a pas, d'une certaine manière, limité un peu l'innovation? C'est-à-dire qu'avec cette espèce d'ultimatum à la fin de l'année, est-ce qu'en termes de management, est-ce qu'à posteriori, tu l'aurais peut-être dit un peu plus tard pour laisser, je sais pas moi, un peu de… Enfin, voilà, je te pose la question. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Non, en toute honnêteté, je referais exactement la même chose si c'était à refaire. Tout le monde était motivé encore plus que l'année passée, parce qu'on avait une carotte à aller chercher. Ouais. Et tout le monde s'est donné à 2000 milliards de pourcents pour que tout aille vite. 2024, on a énormément bossé. Ça a été de très longues heures, bien plus finalement que 2023. Il y a eu beaucoup plus de prises de tête, etc. Mais c'était tous dans le but commun de lever ou de vendre. Et donc, on faisait en sorte d'avoir les meilleures métriques possibles, les process les plus clean, les procédures les plus complètes possibles. Du coup, tout le monde s'est vraiment donné à 200%. Et je ne saurais jamais te dire si, sans l'avoir dit, ça ne se serait pas passé de la même façon. Mais je pense que tout le monde était conscient du risque qui arrivait pour tout le monde. Et ça a donné, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, énormément de motivation à tout le monde, y compris moi aussi derrière, malgré le fait qu'on ait fait beaucoup de conformité sur cette année-là. Ok, très clair. Alors, donc parlons maintenant. Donc, on arrive en fin d'année, donc tu malheureusement ne parviens pas à vendre l'entreprise ou à faire rentrer des fonds suffisants. Donc à ce moment-là, bah voilà, tu décides de fermer la boîte. Est-ce que ça se fait comme tu l'avais préparé? Est-ce que ça se fait de façon très fluide et très bien? Ou est-ce que à ce moment-là, il y a quand même des petits trucs, des petites épreuves, j'en sais rien. Non, ça se fait de façon assez clean, assez plutôt bien. Le seul problème, voilà, c'est le retour des fonds des utilisateurs qui ne se manifestent pas, donc les comptes un peu inactifs qu'on avait, qui du coup en fait nous empêchent de vraiment mettre la clé sous la porte, puisque on est obligé d'avoir tous les fonds sortis des utilisateurs et il n'y a pas de méthode miracle pour renvoyer les fonds ou autre, parce qu'on n'a même pas le droit de les envoyer à la caisse des dépôts. Donc voilà, c'est le seul problème, on va dire, auquel on fait face aujourd'hui, c'est la lenteur du process et on n'a pas de solution et le régulateur n'en a pas non plus, ce qui est assez bizarre.
Donc là, en fait, pour en gros, pour expliquer, donc là, ce que tu dois faire, c'est communiquer à l'ensemble de tes clients c'est pour ça. les inviter à récupérer leurs fonds. Et Ouais. en revanche, je crois qu'il y a la loi sur ce qu'on appelle les fonds en déshérence. Mais par contre, il faut attendre quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est sur le très long terme. Du coup, en fait, la société, on ne peut pas la clôturer tout de suite. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc, Ouais, effectivement, pendant ce temps-là, toi, bah, tu continues d'avoir des coûts de structure, alors beaucoup plus faibles, évidemment, bien j'imagine, sûr, mais je continue quand d'en même. avoir. Et donc là, ta stratégie, c'est d'aller chercher un par un tes clients Ah bah ouais, ouais, on n'a pas trop de choix, ouais. En fait, Ouais. plus rapidement on aura tous les fonds clients sortis, plus rapidement on pourra clôturer, puisque tant qu'il y a des fonds qui transitent en interne, ça fait des chiffres pour l'exercice comptable. Euh, Et puis et toi, en pour plus, les... ça t'oblige ces Et transactions puis aussi. moi, derrière, voilà, et puis, au-delà des transactions, j'ai des coûts d'infra qui doivent tourner pour pouvoir réaliser ces transactions. Et même là, alors là, j'imagine que tu as bloqué quand même le top-up. Enfin, j'imagine que tu as bloqué Bien des sûr, trucs. voilà. Ouais, ouais. Mais il y a les fonds de la structure, si demain, je touche du bois, hein, ils sont utilisés pour des raisons illégales ou illicites ou j'en sais rien, tu continues d'être responsable. C'est ça. Ah ouais, donc c'est pas encore fini, quoi. Non, non, c'est pas encore fini. Mais bon, on voit quand même le bout du tunnel, mais c'est pas encore fini, fini. Ouais. Ça Ça prend reste du le temps. chien. Ok, très bien. Écoute, déjà, merci beaucoup, Jules. Avec plaisir. Je te dis, le discours que tu me tiens me parle complètement. Donc, évidemment, je souscris à tout ce que tu as dit et j'espère évidemment que tu en garderas bah, que des bons souvenirs ou en tout cas beaucoup d'expériences qui te serviront pour la suite. D'ailleurs, si on Ouais, parle de la suite, j'ai cru comprendre que tu t'étais tourné vers la Polynésie française. c'est ça. Alors, je dévoile rien de privé, hein, tu l'as dit sur Non, LinkedIn. non, non, bien sûr, oui, oui, je l'ai dit sur les... Il n'y a pas de Est-ce problème. que tu peux nous parler un petit peu de tes projets, mis à part faire une cure de vitamine D? Non, alors, bah, moi, je suis un gros défenseur de la vie sur les îles. J'aime beaucoup ce mode de vie. Et je sens que j'ai besoin d'un petit peu une petite pause niveau écran de mon côté. Du coup, je me tourne plus vers des business maintenant manuels, on va dire, qui vont me permettre de sortir un petit peu de ma taverne. Alors après, je suis jamais contre à l'idée de repartir et bosser pour un projet crypto. Mais voilà, c'est vraiment en plan B. Là, je suis plus sur de la reprise de société basée là-bas. Mais je sais que là-bas, il y a un écosystème crypto à développer et je ferme jamais mes portes, en tout cas, à continuer à aider au développement de l'écosystème crypto, que ce soit pour des boîtes locales ou même françaises. Euh, voilà. Bon, on en profite pour faire un petit coucou à notre Helmut Ouais, national, qui est l'ambassadeur de la Polynésie c'est ça. dans le crypto space et qu'on connaît bien évidemment dans l'émission. Bah, écoute, Jules, vraiment, plein de belles choses pour toi Merci beaucoup. pour la suite. Et puis, bah, on suivra, hein, on ne sait jamais si tu reviens dans la Bah ouais, crypto, tu viendras nous en bien parler. sûr, avec Et, grand plaisir. et ben, merci encore une fois d'être venu nous raconter un petit peu ton parcours. Et puis, bonne chance à tous les entrepreneurs qui passent ou qui passeront par ces épreuves-là. C'est vrai elles sont pas faciles. Merci Non, beaucoup. avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas. Et je vous souhaite à tous, merci à ceux qui nous ont écoutés aussi, une bonne fin d'après-midi. À bientôt. À Salut, Jules. bientôt. Salut, Bye. salut. Cette émission est terminée. Merci à vous tous qui l'avez suivi. J'espère que vous avez apprécié les différents invités qui se sont succédés. On se donne rendez-vous demain matin pour un GM Web3 spécial écosystème Multiversix en anglais. Et vendredi matin, émission spéciale Multiversix en français. Un peu comme ce que nous avons fait ce matin sur Avalanche. On va vous présenter Multiversix, l'écosystème, les défis, les opportunités avec Foudre et Matt, alias La Banane, qui sont deux contributeurs importants de l'écosystème et qui viendront voilà, nous présenter cet écosystème si vous ne le connaissez pas encore. Et puis, à 11h45, je recevrai Daniel pour un nouveau crypto-théâtre où on s'intéressera à une période peu connue de l'histoire de la monnaie et on sera renvoyé au XVIIe siècle. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner
Cryptomanium, est-ce que tu vends tes 101 EGLD? Voilà, bah, écoute, en tout cas, on te donnera notre avis là-dessus puisqu'on connaît un peu l'écosystème. Voilà, passez une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de partager la chaîne, d'activer la cloche. N'oubliez pas que vous pouvez participer et contribuer au format grâce au Tipeee que nous avons lancé il y a quelques semaines